lors de notre première session en 2014, nous avions cherché à approcher et en même temps à mettre à l'épreuve de certaines expériences pragmatiques les conceptions d'Édouard Glissant de la traduction, qui sont des conceptions qui sont connues, si vous voulez, dans le cadre de la théorie qu'on dit postcoloniale, mais qui ne sont peut-être pas assez connues des traductologues en général. Alors c'était en fait l'ambition de cette première session, et nous avions également, si vous voulez, nous avions fondé cette première session sur une sorte d'intuition qui se marie certainement très bien avec la journée d'aujourd'hui, parce que notre intuition, c'était que les traductions, ce qu'on appelle les traductions culturelles, en tout cas le courant des traductions culturelles, pouvait éventuellement constituer un levier de revivification de la traductologie en tant que telle. Nous avions été assez sévères, finalement, comme l'était Édouard Glissant, par rapport à tout ce qui était théorique, vis-à-vis de la traductologie en général. C'est-à-dire que nous étions partis d'un principe, c'est que la traductologie, en effet, c'est une discipline qui est très jeune, le congrès y est consacré, mais une discipline qui peut-être souffre d'une sorte d'impasse, je dirais, dans la répétition de certains schèmes. Vous les connaissez, ces schèmes, c'est ceux qui sont constamment remis sur la sellette avec, d'un côté, les sourciers, ce que Jean-René l'Admiral a appelé les sourciers, et puis de l'autre, les ciblistes. Et pour introduire, il y a 3 ans, donc cette première session, je m'étais fondé sur la première traduction qu'il y avait eu d'un texte célèbre dans la langue espagnole de José Ortega y Gasset, à savoir Misère et splendeur de la traduction, où il dit justement ceci, à savoir que la réflexion sur la traduction est toujours une façon de reconduire cette opposition, parfois de manière productive, mais très souvent également de manière un peu répétitive, de manière un peu circulaire. Donc notre hypothèse d'alors était que, précisément en nous fondant sur le travail d'Édouard Glissant, peut-être, c'était une hypothèse, que les notions d'hybridation et de créolisation, sur lesquelles nous aurons l'occasion de revenir à l'envi au cours de cette journée, étaient peut-être justement ces leviers de revivification. Alors, bien sûr, ce sont des hypothèses qui ont intérêt à être mises à l'épreuve, et c'est l'occurrence de la multiplicité des approches qui vous seront proposées au cours de cet atelier, que de voir dans quelle mesure l'hybridation, qui est finalement à l'origine une notion qui vient du postmodernisme et qui vient de la théorie, des théories postcoloniales, avec des auteurs que vous connaissez, avec Édouard Saïd, particulièrement, avec Massignon également, à l'origine, on peut le dire. Donc, ce sont des choses qui ont migré, c'est une notion qui a migré de la réflexion postcoloniale vers la réflexion sur la place des langues dans le concert de l'interculturalité. Bien sûr, nous avions eu un appui particulier. C'est la conception, c'est les conceptions encore mal connues d'Édouard Glissant en matière de traduction. Je vais finalement aujourd'hui opérer une sorte de continuation à la fois de cette réflexion que nous avions menée alors et un complément que j'aimerais mener avec vous, c'est-à-dire vous proposer d'une certaine façon les orientations qui étaient celles de Glissant, vous interroger là-dessus après, c'est-à-dire la discussion que nous aurons, je l'attends avec ferveur parce que d'une certaine façon j'ai prévu aussi de changer, de modifier ma conclusion à l'aune du dialogue que nous pourrons avoir. Alors, l'hypothèse que j'avais par rapport donc à l'approche de ces conceptions glissantiennes de la traduction, on peut même dire d'une traductologie glissantienne, même s'il se méfiait énormément des étiquettes théoriques. Mon hypothèse, c'était véritablement à l'époque que Glissant peut-être proposait à la réflexion théorique autour de la traduction un dépassement de certaines apories. C'est celle que j'ai dite tout à l'heure, c'est-à-dire l'opposition sans cesse réitérée entre les sourciers et les ciblistes, et puis surtout parce qu'il se place ailleurs. C'est cet ailleurs que je voudrais décliner autour des deux notions qui nous rassemblent aujourd'hui, c'est-à-dire l'hybridation, parce que c'est un constat qu'il fait en effet dans l'un des premiers textes qu'il va consacrer donc
à la traduction. Alors, pour certains d'entre vous, en tout cas pour les participants, j'avais communiqué par message électronique un lien qui figure donc sur le site de l'Institut du Tout-Monde, où vous pouvez trouver finalement une sorte d'approche du corpus des textes de Glissant, des principaux textes de Glissant sur la traduction. Je dis principaux parce qu'il faut tout de suite que je précise une chose qui est consubstantielle à la méthode d'Édouard Glissant. Glissant a toujours précisé qu'il était attaché à ce qu'il appelle le ressassement. Alors le ressassement, pour lui, ce n'est pas la répétition stérile. Le ressassement, il le comparait à la méthode d'accumulation dont procède le conteur créole. Et dans ce que, en Occident, dans la littérature française, par exemple, on connaît sous le terme de variantes, les variantes des textes, ont pour lui une importance tout à fait particulière. Donc en fait, pour approcher la subtilité, alors je vous assure, croyez-moi d'emblée, et puis je vais essayer de vous prouver tout cela, le langage de Glissant, le langage théorique est un langage qui ne souffre d'abord aucune approximation, où tout mot est pesé, et particulièrement subtil. Donc on va essayer d'approcher cette subtilité. Je vais vous proposer maintenant la méthode qui est la mienne pour l'approche de ces conceptions glissantiennes. En fait, c'est la méthode que j'essaye d'appliquer à tous les domaines de la production littéraire et conceptuelle d'Édouard Glissant. À savoir que, et ça c'est mon hypothèse dans la critique glissantienne, si on peut être cuistre, mon hypothèse c'est que Édouard Glissant, d'abord il faut partir d'un constat. Il ne fait jamais état de ses références. Il ne fait jamais état des modèles avec lesquels il dialogue. C'est-à-dire, il me l'avait confié un jour, il m'avait dit « je déteste les notes de bas de page ». C'est-à-dire que vous le savez peut-être si vous avez un petit peu parcouru Glissant, vous avez cette notion de trace qui est très importante chez lui. En tout cas, les traces de ses inspirations à lui, ses inspirations intellectuelles, vous n'allez jamais les trouver clairement affirmées. Mais c'est à vous de les deviner, et il est très important de l'approcher selon cette méthode qu'on pourrait dire, là encore une fois, de manière très cuistre, philologique. C'est-à-dire qu'il s'agit de pister véritablement ces modèles de référence, non pas pour le plaisir de le faire et de dire, bon ben voilà, ça vient de cela, ça, mais simplement parce que, à mon avis, ça permet de comprendre réellement comment il construit sa pensée. En l'occurrence, si on ne le fait pas, on peut avoir l'impression, dans tous les domaines dont il parle, que ces conceptions sont ex nihilo. Ce n'est pas vrai. Glissant est un érudit. Partons de ce principe. Glissant est peut-être l'érudit de la Caraïbe. C'est ainsi. L'œuvre est monumentale. L'œuvre est complexe. Reconnaissons-le. Il nous faut donc essayer de gravir autant que possible, d'approcher en tout cas les données de cette érudition pour nous permettre de comprendre de quoi il est question. Dans tous les domaines dont il a traité, je crois que cette méthode est impérative. Pour ce qui est de la traduction, et vous le verrez dans la présentation que je vais vous faire maintenant, que je vais vous proposer, vous allez comprendre tout de suite, et c'est là l'avantage de pouvoir parler avec vous, qui êtes tous des traductologues, c'est-à-dire vous connaissez ces grandes théories de la traduction, vous allez reconnaître, je dirais, ces fils cachés, c'est ce que j'ai nommé ces empreintes cachées, ces traces, véritablement. C'est un avantage que de parler avec vous pour la traduction aujourd'hui, et c'est ce que j'essaye de faire dans les autres domaines de l'éclairage de Glissant, c'est-à-dire, quand je parle d'anthropologie, j'adore parler justement devant des anthropologues pour essayer de proposer cette même méthode. Avec des historiens, c'est pareil. Avec des théoriciens de la littérature, c'est pareil. Mais encore une fois, cette méthode d'analyse est une méthode de lecture. C'est une méthode de lecture d'Édouard Glissant. C'est ce que je vais donc justement vous proposer. Alors, donc, comprendre les orientations d'Édouard Glissant à partir de
de ces empreintes cachées, c'est déjà tombé sur la première allusion qu'il fait dans le premier texte d'importance qu'il consacre à la traduction, où il parle d'opacité. C'est-à-dire que cette notion d'opacité a été bien sûr beaucoup déclinée dans ses différents essais, mais s'il en parle, c'est justement pour vous dire ceci, pour vous dire, je ne vais pas vous dévoiler les soubassements de mon dialogue, à vous de les deviner, et c'est suivant ce dialogue que je parle à sa place, hein, que mon originalité, que mon apport va pouvoir se dégager. Sinon, on se trompe sur cet apport. Donc voilà pour la méthode. Pour ce qui est du corpus, avant donc d'essayer de synthétiser ces différents textes, je voudrais, à grandes enjambées, vous faire une sorte de panorama thématique de ces différents textes. Le premier, pour vous en donner la référence exacte, est une conférence qui a été une conférence inaugurale, imaginons le même contexte que celui de ce congrès, qui était la conférence inaugurale des 11e assises de la traduction qui s'étaient déroulées à Arles en 1994 et qui ont été éditées par la suite aux éditions Actes Sud en 1995. Et donc, ce texte, qui s'intitule « Traduire, relire, relier », a été repris 2 ans plus tard, encore une fois, le ressassement, la variante, dans « Introduction à une poétique du divers ». Alors, comment il va le faire ? Je vais vous en donner lecture pour que l'on puisse, puisque nous parlons d'hybridation et de créolisation, il faut quand même commencer par là. Dans le texte de 1994, il dit ceci. Il dit que la traduction est la véritable opération de créolisation, désormais une pratique nouvelle et imparable du précieux métissage culturel. Il faut comprendre que les notions chez Glissant sont extrêmement précises. La créolisation n'est absolument pas le métissage et l'hybridation. Quelle est la différence ? L'hybridation et le métissage sont des données, comme il le disait, qui sont empruntées à la biologie, c'est-à-dire où le connu est déjà acquis. On sait qu'un petit pois blanc et un petit pois noir vont donner un petit pois gris. C'est comme cela. C'est les lois du métissage. La créolisation, chez lui, c'est un processus qui est lié à de l'imprévu. On ne sait pas finalement ce qui va ressortir de la mise en inter-rétroaction des cultures entre elles, ce qui est la définition chez Glissant de la créolisation. L'inter-rétroaction de la mise en confrontation et en dialogue des cultures entre elles, ce qu'on appelle l'interculturalité pour aller vite. Alors, dans ce texte d'Arles 1994, les différentes thématiques, pour aller vite, je vais aller au pas de charge parce que nous allons avoir l'occasion de synthétiser tout cela dans un petit moment. Tout d'abord, il nous dit que la traduction est liée à l'imaginaire plurilingue. L'imaginaire plurilingue et multilingue. Ensuite, il distingue une dichotomie très importante chez lui entre langage et langue. Ça, c'est quelque chose qu'il a eu à décliner très souvent et qu'il a repris, à savoir je t'entends dans ta langue et c'est dans mon langage que je te comprends. En fait, le langage, et il se fonde là-dessus sur un dialogue qu'il avait eu dans ce texte avec Alejo Carpentier, où Alejo Carpentier lui avait dit « Tu as raison de parler de langage, finalement, puisque dans la Caraïbe, nous avons, et ça c'est l'histoire coloniale qui veut ça, la fondation des sociétés, nous parlons le même langage au-delà des langues diverses qui constituent le kaléidoscope civilisationnel de la Caraïbe. » Donc, il fait cette distinction qui va revenir très souvent chez lui entre langage et langue. Ensuite, et là, bien entendu, quand je vais le dire, je fais appel à vos souvenirs de traductologue. Vous allez tout de suite reconnaître une petite musique, j'en suis convaincu. Et il dit ceci, que la traduction est un art de la rencontre d'un point focal entre les langues. Point focal, forcément, quand on est versé en traductologie, ce point focal de la rencontre entre les langues qui crée du nouveau, ça doit pouvoir générer en tout cas des souvenirs de conception. Je vais y revenir tout à l'heure.
Et pour ce qui est du passage de la source à la cible, dans ce texte de 1994, le plus important, c'est qu'il va préciser que ce que réalise la créolisation dans le passage du texte source au texte cible va créer justement un langage qui est le langage de la relation. Alors, c'est là qu'on touche véritablement à la définition de la relation et sa différence avec la créolisation. La créolisation, c'est le processus. Et la relation, ce n'est pas forcément l'arrivée, ce n'est pas forcément le point d'arrivée du processus de créolisation, c'est la modalité de ce processus. Il définissait cette modalité comme étant, c'était ce qu'un brillant commentateur de Glissant a appelé un logion chez Glissant, à savoir la quantité réalisée de toutes les différences du monde sans en accepter aucune. C'est cela, pour lui, la relation. D'où, vous imaginez bien, pour ce qui est du discours sur les langues, la nécessité du respect de toutes les langues. Il n'y a pas de petites et de grandes langues. À partir du moment où une inégalité est reconnue, la relation s'efface. Il n'y a plus relation. La relation, c'est véritablement la quantité réalisée de toutes les différences, en l'occurrence langagières, puisque nous parlons des langues. Donc ce langage de relation, cet art de la relation, va déboucher sur une création autonome. C'est ce qu'il dit. La traduction, selon lui, doit relever d'une création autonome. Cela parle certainement également aux traductologues que vous êtes, et en l'occurrence réalise ce qu'il appelle la pensée archipélique. Il y a chez Glissant la distinction entre deux types de pensée, la pensée archipélique, la pensée de l'archipel, et la pensée de système. La pensée archipélique est véritablement, si vous voulez, l'emprise, le contact le plus authentique, entre guillemets, avec le rythme du monde, le souffle du monde, le rythme des langues, le souffle des langues, pour ce qui est donc de la pensée sur le langage et sur les langues. La pensée de système, eh bien, ce sont les vieilles pensées héritées, particulièrement quand on parle de domaine colonial, les pensées de système qui veulent, en l'occurrence, qu'une langue domine une autre, et cela, bien entendu, dans la Caraïbe, tout cela est représenté par la domination de la langue coloniale, pour ce qui est du français, donc de la langue française, sur ce qui était considéré pendant longtemps comme la langue vernaculaire, c'est-à-dire le créole. Donc cela, c'est la pensée de système. Et donc pour Glissant, l'art de la relation, c'est finalement réaliser dans le domaine langagier la pensée archipélique. Il dit encore ceci, sur lequel nous aurons l'occasion de revenir, que l'art de la traduction est un art de la fugue et un art du renoncement. Je ne vais pas m'attarder sur ces notions parce qu'elles sont très significatives. J'aurai l'occasion de m'en expliquer tout à l'heure de manière plus précise. Donc cette relation consiste, pour reprendre le titre du texte, à relire et relier. La notion d'hybridation sur laquelle il ne s'attarde pas particulièrement. Ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est la créolisation, c'est la relation. Deuxième texte, Perpignan, toujours 1994, et c'est un texte qui est donné au cahier de l'Université de Perpignan, et donc, en l'occurrence, les nouvelles données de l'écriture, c'est comme ça que s'intitule ce texte, et son contexte également, est une reprise, en fait, de cette idée de la traduction comme une création autonome. C'est un ressassement encore de la chose. Et pour la première fois dans ce texte apparaît le côté provocateur de Glissant vis-à-vis des traducteurs, où il dit « débrouillez-vous ». Moi, je n'ai pas pour intention de vous donner des recettes de cette mise en relation, puisque évidemment, ça avait tout de suite suscité des interrogations sur quoi repose réellement la relation. Quels sont les préceptes dont doivent s'inspirer les traducteurs. Il dit donc débrouillez-vous et il aura l'occasion de revenir là-dessus, de détailler cela. La création d'un nouveau langage est encore réaffirmée, et il parle même de langage inné.
Bon, ce sont des éléments, des cailloux que je sème et puis qu'on aura l'occasion de reparcourir tout à l'heure. Encore donc la question de la relation. Et donc troisième texte, La Cohue du Lamentin, qui est un essai qui date de 2005 chez Gallimard. Un court texte qui donc réaffirme encore une fois l'empreinte relationnelle, qui s'appelle Traduction-Relation, et où Glissant dit bien que la traduction relève de la multirelation entre les langues, et il le précise dans le rhizome des imaginaires multilingues. Vous savez que le rhizome, c'est une image à laquelle il était très attaché et qui provient de sa fréquentation de Félix Guattari et de Gilles Deleuze, et donc qu'il a véritablement revivifié, et qui, pour reprendre la dichotomie entre pensée archipélique et pensée de système, le rhizome, c'est l'image de la racine relationnelle, contrairement à ce qu'il appelle la racine unique qui tue autour d'elle. Le rhizome entretient toutes les relations souterraines, et c'est en fait une image de la relation que ce rhizome. Il fait allusion dans ce texte de La Cohue du Lamentin, encore une fois, à la notion d'hybridation et de métissage, mais qui se sont mués ici véritablement en relation et en processus de la créolisation. Il parle même d'un principe de la créolisation. La relation est donc principe de créolisation dans le langage. Et elle réalise ce qu'il appelle le lieu commun, lieu trait d'union commun, entre les langues. En cela, en activant cette relation, ce processus relationnel, il ajoute encore ceci, que la traduction dans le langage et entre les textes concrétise la mondialité. Encore un lieu conceptuel important chez Glissant, la mondialité qui s'oppose à la mondialisation, évidemment synonyme d'uniformisation. Lui, il retient l'envers finalement, l'envers heureux de la mondialisation, c'est-à-dire ce qui résulte de la mise en contact entre les cultures, la mondialité, et non pas la mondialisation strictement économique. Troisième grand texte, alors celui-là c'est un entretien avec Luigia Patano dans la revue Trickster et dans Monde francophone en 2010, où il y a finalement la reprise, c'est un entretien très riche, où véritablement l'interlocutrice essaye véritablement de ramener Glissant justement à certains grands schèmes de la traductologie. Glissant refuse. Il refuse, voulant brouiller les pistes un petit peu, mais voulant surtout affirmer son dépassement, sa volonté de dépassement des schèmes de la traductologie, et particulièrement, nous aurons l'occasion d'y revenir tout à l'heure, il le fait quand Luigia Patano lui propose l'hypothèse suivante. Elle lui dit « Votre mise en relation est peut-être une façon de redire ce que Paul Ricoeur avait proposé, et Antoine Berman particulièrement Antoine Berman, dans la dimension éthique de la traduction. » Glissant refuse. Et évidemment, c'est surprenant, parce qu'on pourrait se dire, relation, créolisation, tout cela, c'est un nouvel humanisme. Pas du tout. Glissant dit bien, la relation n'a pas de morale, d'une certaine façon. Ce n'est pas un programme moral, ce n'est pas un bienfait forcément éthique de l'interculturalité. C'est une mise en relation des langues entre elles qui peut procéder d'ailleurs d'une mise en relation conflictuelle. C'est en tout cas la relation qui compte. Ce n'est pas la dimension éthique. C'est en somme pour également se départir d'une certaine façon des schèmes traditionnels de la traductologie, en tout cas de Ricoeur et d'Antoine Berman. Je dois d'ailleurs vous citer ceci. Nous avions donc établi 2 études quand nous avions donc fait la première session de ce cycle de traduction, et Catherine Delpech, qui avait donc établi également son étude, avait précisé, avait effectivement attiré l'attention sur le fait que dans le premier texte, celui d'Arles, Glissant commence en disant « L'écrivain que je suis ose aujourd'hui prendre la parole pour délirer un peu sur la traduction. » Et étant donné qu'il s'agit d'être toujours attentif au moindre détail, même le détail étymologique, qui n'est jamais fortuit avec Glissant,
elle précise que d'ailleurs, délirer en l'occurrence est tout à fait redevable de l'étymologie du terme, délirare, à savoir sortir du sillon. Et sortir du sillon, c'est sortir du sillon justement de la traductologie, en tout cas d'une certaine vision traditionnelle de la traductologie. Mais justement, pour en revenir à ce que je vous disais tout à l'heure de ma méthode et celle que je vais vous proposer maintenant, pour sortir du sillon, nous, qui ne sommes pas glissants, il s'agit déjà de le connaître. Il s'agit déjà de connaître les modalités de dialogue qu'il a avec ce sillon, précisément. Et c'est ce que je vais vous proposer maintenant, en commençant par la fin, finalement, de l'étude que j'avais établie en 2014, et en vous proposant, finalement, la continuation de cette réflexion autour de deux grands pôles. Donc je vais vous proposer maintenant le plan que je vais suivre, donc en deux grands temps. Tout d'abord, ces empreintes cachées que je vous disais tout à l'heure, ces traces. J'ai insisté assez lourdement, j'ai fait des clins d'œil tout à l'heure à chaque fois à plusieurs d'entre vous en vous disant est-ce que vous avez entendu ce qu'il dit quand il parle de langage inné, etc. Nous allons essayer de voir maintenant ce qu'il en retourne. Donc, dans un premier temps, les empreintes cachées et les visions prospectives, parce que Glissant, finalement, propose une prospective de ce que sera ou ce que serait dans un avenir putatif, toujours putatif, idéal, la traduction. Dans un second temps, je vais vous proposer un décryptage à la fois endogène pour ce qui est des conceptions de Glissant et exogène pour ce qui est de ce qu'il propose réellement dans une pragmatique de la traduction, donc de ces conceptions traductologiques. Donc pour commencer, et pour revenir sur cette notion de dépassement, je vous avais dit tout à l'heure, c'est pour introduire un petit peu, encore une fois, mon grand 1, qu'il refusait la donnée éthique qui avait été parcourue par Ricoeur et par Antoine Lehrmann. En rejetant donc, et là maintenant je vais vous proposer une lecture, je n'ai pas l'habitude de faire cela, mais il faut être précis par rapport à ces questions-là, donc je vais arrêter d'improviser, je vais vous proposer cette lecture. En rejetant toute portée éthique présupposée, Glissant prône une mise en rapport des langues qui suffisent à instaurer la relation dans la traduction. Et il tient là à une mise en contact qui soit à la fois neutre et créatrice. C'est aussi dans cet espace de la relation instillée dans la traduction que l'on peut percevoir à la fois le lien, mais aussi la différence fondamentale de la vision, de sa vision, avec celle de Walter Benjamin. Vous l'aurez reconnu. Glissant pense cet espace comme le dépassement d'un simple transfert intralinguistique et la création d'une entité inédite. Et c'est bien ce qu'il explique à maintes reprises. Et à titre d'exemple, je citerai ce passage donc, de son intervention de Perpignan, qui est donc le deuxième texte auquel je faisais allusion tout à l'heure. Il dit ceci: en fait, toute traduction est un nouveau langage. Elle ne transfère pas d'une langue dans son unicité à une autre langue dans son unicité. Elle crée une résultante entre les langues qui est absolument inédite, qui échappe à la première langue, la langue source, et qui échappe à la deuxième langue, la cible. Une traduction ne participe pas de l'atavisme d'une langue. Une traduction introduit une rupture dans une langue. Je parle de la langue d'arrivée. Par conséquent, on est là à l'intérieur de deux langages, de deux langues. On est en présence de la création d'un langage inné. C'est bien Benjamin qui a reformulé dans la pensée moderne de la traduction, dans la pensée moderne du traduire, de l'acte de traduction, car là encore il serait pure illusion d'y voir une révolution, cette idée de la création d'un nouveau langage par la mise en contact entre les langues découlant de l'entreprise de traduction. Il s'agit même pour Benjamin de l'objectif même de l'exercice que de faire émerger ce langage inné dont parle Glissant. Mais les deux penseurs diffèrent radicalement, vous l'aurez deviné, en ce qui concerne la caractérisation même de ce langage. Si pour Benjamin il s'agit de cette reine Sprache, ce pur langage commun à toutes les langues, cette langue infra- ou supralinguistique, tant sacralisée par le philosophe allemand,
on peut y pressentir très clairement une sorte d'avatar essentialiste. En tout cas, ce que Glissant, lui, aurait vu chez Benjamin comme avatar essentialiste et avatar de l'universel ou de la pureté qui constitue un horizon crucial, en tout cas dans la sphère benjaminienne. Or, on connaît bien la distance à laquelle Glissant tient toute pensée de l'universel, qu'elle soit d'expression directe et omnipotente ou plus insidieuse. L'aspiration à cet espace langagier nouveau est bien, à titre générique, de nature benjaminienne. Ça, je crois qu'on ne peut pas le nier. En quelque façon, dans la conception de Glissant, mais son objectif diffère radicalement de celui qui assigne le philosophe allemand. Point de dimension sacralisée ou religieuse du langage, ainsi atteint chez Glissant, point de quête d'une pureté putative centrale chez Benjamin. Il demeure que le moule benjaminien, de cet aspect-là d'une relation traduisante, alors je précise que le titre même de ma communication, c'est finalement un néologisme dont je suis l'auteur, c'est, comme je vous l'ai dit, tout est fondé chez Glissant dans sa réflexion sur la traduction, sur la notion de relation qui est centrale. Donc j'en ai fait, en effet, pour dire qu'il s'agit de l'acte de traduire même, de la centralité de l'acte de traduire, eh bien ce néologisme, la relation traduisante. Donc c'est ce que j'appelle la relation traduisante. C'est un terme donc, qui m'est propre, ça n'apparaît pas chez Glissant en tant que tel. Il parle de relation, mais il ne parle pas de relation traduisante. C'est moi qui propose donc ce terme. Point de dimension sacralisée ou religieuse du langage, comme je vous l'ai dit. Le moule est donc benjaminien, et donc cet aspect d'une relation traduisante est incontestable. Il est effectivement d'empreinte benjaminienne, ce qui permet déjà de lui conférer un lien d'ascendance patent avec l'initiateur de la pensée moderne de la traduction. Mais cette empreinte induit également des implications exogènes, telles que nous le verrons tout à l'heure. Si l'on voulait du reste filer et continuer la généalogie lointaine de cette idée d'une entité inédite résultant de la mise en présence des langues, au regard de l'histoire ample des pensées du traduit, on ne disait pas encore évidemment traductologie, on peut également penser, bien entendu, vous l'aurez deviné, à Du Bellay. Du Bellay qui, en 1549, dans sa défense et illustration de la langue française, émet l'idée, peut-être le premier à le faire, de cette langue nouvelle qui résulte du contact de la langue de départ et de la langue d'arrivée. Joachim du Bellay est avant tout le témoin d'un moment historique. C'est celui de la Renaissance, où l'expérience du traduire se trouve confrontée à une sensible accélération de la coprésence factuelle des langues et de la nécessité où se trouve la pensée humaniste d'alors de trouver des modalités adéquates à cette nouvelle ère d'échange accéléré, de circulation des idées et des textes où les 15e et 16e siècles trouvent le contexte historique d'un essor nouveau. Du Bellay introduit une bascule qui elle-même se fait l'écho de Cicéron et qui sera revisitée par la suite, même si plusieurs siècles plus tard, Benjamin y ajoute la justification d'une autonomisation, et ça c'est son apport, comme vous le savez, d'une autonomisation radicale de la traduction, confinant à une toute-puissance, mais aussi, il faut le craindre, à un profond solipsisme du traducteur. Du Bellay représente pour la Renaissance, après des siècles de pratiques médiévales dominées par le littéralisme, l'émergence de potentialités nouvelles que le poète de la Pléiade n'entend pas substituer aux visées littéralistes, mais qu'il propose comme une revivification possible. Il me semble que les perspectives avancées par Glissant dénotent de la même attitude de proposition non dogmatique, des voies inventives ne visant pas une tabula rasa, d'une labilité dans laquelle seuls les pusillanimes verront un vertige. Il n'aurait pas déplu, en somme, à Glissant, d'être tenu pour le penseur d'une nouvelle Renaissance. L'interstice est grand, néanmoins, à tel point qu'il peut, à vrai dire, paraître comme une ouverture disproportionnée, quand Glissant nous dit, d'emblée, dans son premier texte, « Nous n'écrivons plus aujourd'hui de manière monolingue. » Et ça, il l'avait repris pour sa propre pratique de la littérature. Il disait « J'écris en présence de toutes les langues du monde. » Nous n'écrivons plus aujourd'hui de manière monolingue, mais aussi en présence de toutes les langues du monde. Une fois de plus, pour ne pas demeurer interdit devant les proportions assez considérables d'une telle assertion, voyons dans quelle mesure elle draine avant tout une amplification de tous les précédents ayant trait, dans la traductologie, à cette même recherche de ce qui peut résulter d'une mise en contact des langues entre elles. C'est ici, encore une fois, un lieu où on doit trouver, où doit se jouer pour nous la distinction entre les empreintes cachées, je l'ai dit,
les traces et les prospectives, les visions prospectives de ce que pourrait être la traduction à l'avenir, de dimensions présentes dans la conception glissantienne. Alors, pour en venir donc au cœur même de ma première partie, les empreintes cachées. Une grande partie de l'exposé de l'écrivain, l'exposé qui ressort de tous ces textes que je vous ai cités, est suffisamment clair, limpide même, quand il nous parle de cette mise en présence de toutes les langues du monde, pour qu'on n'y voit pas la très réelle et étonnante proximité, encore une fois, avec cette idée de la création d'une dimension nouvelle résultant de la mise en contact des langues, dans sa dimension moderne, Benjamin, dans sa dimension classique, Dubélé. C'est ce que Glissant nomme langage, quand il détaille ce qu'il entend justement par cette désormais incontournable coprésence des langues du monde. Et je le cite, « Et voyez le merveilleux, c'est ce que cette exploration de langage par-delà les diverses langues utilisées et au-delà ne pervertit en rien, aucune d'elles, et ajoute à chacune, les convoquant toutes en un point focal, un lieu de mystère ou de magie où, se rencontrant, elles se comprennent enfin. Qu'est-ce à dire sinon que la traduction invente un langage nécessaire d'une langue à l'autre, commun avec deux, mais en quelque sorte imprévisible par rapport à chacune d'elles. L'imprévisibilité, c'est cela la créolisation. Et il ajoute d'ailleurs, comme toute créolisation. Comme toute créolisation, la traduction met en parallèle et en symbiose deux réalités le plus souvent hétérogènes. La langue du texte originel et la langue du texte final. Mais le résultat ainsi obtenu ne se confond pas à la seule économie de cette seconde langue. Ce résultat est un langage de relation. Je me permets d'insister. Ce résultat est un langage de relation et, comme dans toute créolisation, une résultante imprévisible qui ajoute à l'une et à l'autre langue. Les énoncés ne laissent pas de doute. Glissant comme Dubélé, avec sa langue nouvelle, comme Benjamin, sa Reinesprache, son pur langage, voit dans la confrontation des langues dont procède la traduction la virtualité de l'invention d'un espace nouveau, ce langage nécessaire qui doit permettre l'interlocution dont procède le traduire, ce langage de relation qui apporte une valeur ajoutée aux langues elles-mêmes. C'est bien, et il le dit, le résultat de la vaste coprésence linguistique dont il dresse le diagnostic à l'échelle du tout-monde. Vous connaissez cette conception centrale chez Glissant, celle du tout-monde, bien sûr. Je ne vais pas avoir l'occasion de vous l'expliquer en détail. Glissant dira aussi qu'il écrivait dans cette coprésence, autre façon de dire que la création originelle et la traduction ont en commun cet espace du langage qui, par-delà les langues, constitue l'idiome de la création et de la relation. Les empreintes cachées de cette idée de langage de relation existent. Il s'agit donc de les déceler. Le second point de ce premier temps, c'est donc celui des prospectives, des visions prospectives que Glissant infère de ces empreintes. Et elles sont réelles, elles sont bien réelles, il faut savoir les distinguer. Elles aussi, elles représentent finalement tout le relief personnel qu'il entend conférer à la traduction et à son importance dans les pratiques des textes et des langues. Ces prospectives, ces visions prospectives sont liées au corpus notionnel qu'il déploie quand il nous parle de créolisation et quand il scrute pour nous ce que devrait être la relation. Par le véhicule de cet ensemble-là, la réalisation pragmatique de ce langage de relation passe par l'autonomie du champ de création, du champ de la traduction, en tant que pratique créatrice, justement, et on retrouve, évidemment, encore une fois, Benjamin. Elle confère à la discipline une dimension d'une application concrète de la pensée archipélique, comme je vous le disais tout à l'heure. Elle relève également du renoncement. Alors, c'est ici que je me permets, personnellement, d'introduire une petite nuance. Quand Glissant dit, surtout en réponse à son interlocutrice qui l'interroge là-dessus, comme je le disais tout à l'heure, Luigia Patano, qu'il n'y a pas de dimension éthique, selon lui, dans la relation. Tout de même, quand nous lisons cette question de renoncement, on peut se dire, finalement, que le renoncement a quelque chose d'éthique, c'est-à-dire, finalement, abandonner une pensée autocentrée pour se rapprocher de l'autre, ce qu'il nommait la pensée du tremblement. Donc on pourrait dire que quand il dit qu'il n'y a jamais de dimension forcément éthique dans la relation, c'est peut-être un petit peu plus compliqué que cela, et peut-être que sa volonté d'affirmer cela
nous montre encore une fois qu'il ne voulait pas être, dans ce domaine comme dans d'autres, rapproché de modèles existants, qu'il voulait de toute façon dissimuler. Il voulait insister sur le dépassement. Donc c'est pour cela qu'il parlait en effet en ces termes de la dimension éthique. La trace pistant les étangs comme la primauté de l'être. Alors là, c'est effectivement la dimension quasiment métaphysique de la question. Je vous le cite encore une fois, toujours donc, dans ces deux premiers textes. Je vois la traduction comme une création autonome dans ce contexte, non pas seulement un art de la translation particulière, mais un art de la relation globale, bientôt aussi nécessaire dans son parcours entre les langues que l'est la poésie ou l'art du récit dans l'exercice de chaque langue particulière. La traduction est une des espèces parmi les plus importantes de cette pensée archipélique. La traduction est fugue, c'est-à-dire si bellement renoncement. Quand même, il y a de l'éthique à mon avis là-dedans. Ce qu'il faut peut-être le plus deviner dans l'acte de traduire, c'est la beauté du renoncement. Il est vrai que le poème, traduit dans une autre langue, laisse échapper de son rythme, de ses assonances, du hasard qui est à la fois l'accident et la permanence de l'écriture. Mais il faut peut-être y consentir à ce renoncement, car je dirais que le renoncement est, dans la totalité monde, la part de soi qu'on abandonne, en toute poétique, à l'autre. Cette direction, cette rencontre de l'autre. La traduction, art de l'effleurement et de l'approche, est bien une pratique de la trace. Je vous le disais tout à l'heure, c'est quelque chose de central chez lui et qu'il faut, à notre tour, dépister, dont il faut dépister les soubassements en tout cas. Contre l'absolue limitation de l'être, l'art de la traduction concourt à amasser l'étendue de tous les étangs du monde. Tracer dans les langues, c'est tracer dans l'imprévisible de notre désormais commune condition. Vous aurez évidemment reconnu, avec cette dichotomie de l'être et de l'étang, en tout cas le dialogue que lui, il a également mené dans le domaine métaphysique avec la pensée d'Heidegger. Lui donnant la primauté aux étangs, finalement, contre cette sorte de domination multiséculaire occidentale de l'être, avec un E majuscule. C'est en ce point, et dans le sillage de notre recherche des parentés et des affinités de la vision de Glissant avec les penseurs précédents de l'acte de traduire, que l'on pourra aisément concevoir une double empreinte heideggerienne, justement. D'abord, et c'est peut-être le lien le plus évident en quelque sorte, parce qu'en adossant sa pensée de la traduction à un soubassement métaphysique, et en tout cas ontologique, réflexion sur l'être, Glissant en fait un mode de restauration des étangs contre l'absolue limitation de l'être. C'est ce que je viens de dire. Dit-il en filigrane, on le devine, avec toute la dialectique heideggerienne en la matière. Mais aussi parce que dans ce qui semble être une sorte de concession à une acception éthique, quand il parle si bellement de renoncement, dans cette sorte de renoncement, justement, dont procède selon lui la traduction, et qui induit un mouvement vers l'autre, peut résonner la conception d'Heidegger de la traduction. De même, comme un trajet, vous connaissez ça, un itinéraire vers l'autre. C'est ce qu'Heidegger disait. Profitant de l'occasion qui nous est donnée de dire l'opacité volontaire du terme. Glissant avait d'ailleurs prévenu son auditoire, comme je vous l'avais dit, dès le départ donc de ces 11e assises de la traduction, en disant qu'il ne renoncera jamais à l'opacité. Donc, pour ce qui est de ce renoncement tel qu'il est employé par Glissant, car on ne sait trop fermement si, en l'occurrence, il veut désigner une perte de la substance du texte ou le choix d'un compromis dont procède tout processus de traduction, à bien le lire néanmoins, il semble bien qu'il désigne ici cette sorte de compromis, car il précise, donc je le cite, « Je dirais que ce renoncement, quand il est étayé de raison et d'invention suffisantes, quand il débouche sur ce langage de partage dont j'ai parlé, est la pensée même de l'effleurement, la pensée archipélique par quoi nous composons et partageons les paysages du monde, pensée qui, comme toutes les pensées de système, nous enseigne l'incertain, le menacé, mais aussi la lumineuse intuition poétique qui fixe si bien ces objets où nous avançons désormais. C'est donc par son processus même, cet effleurement, que la traduction s'actualise, selon l'écrivain, en une pratique concrète de cette pensée archipélique, déjouant toute pensée de système, c'est-à-dire tout systématisme dans l'appréhension de l'autre. En tout cas, en prenant en compte cette idée de compromis, ce renoncement consenti dans le mouvement vers l'autre, très proche de la conception d'Heidegger, développé en particulier
vous le savez, dans la parole d'Anaximandre, et dans ce texte essentiel nommé dans l'acheminement vers la parole, d'un entretien de la parole entre un japonais et un qui demande, ces deux textes fondamentaux dessinent une acception de tout ce qui relève justement du compromis dans ce trajet vers l'autre, dans la renonciation à une équivalence parfaite. Pour Heidegger, je suis obligé de faire ce détour parce que c'est quand même très important de rappeler ce qu'Heidegger entend dans ce domaine-là. Pour Heidegger, le compromis de la transposition qu'effectue la traduction est forcément relatif. Il implique un abandon de ses propres schémas conceptuels au service d'une rencontre de l'autre qui est adoption de celui qui, dans sa langue, dit une culture radicalement différente. La notion d'altérité est donc essentielle dans la pensée du traduire chez Heidegger, et en cela, lieu qui va même au-delà de l'éthique, glissant en désignant le renoncement comme modalité de ce trajet vers l'autre, formule de même dans sa pensée de la traduction la rencontre d'une altérité inaliénable. De loin en loin, dans ce passage précité du texte de 94, du premier texte, ce sont ces prospectives, en somme, de créolisation. Nous en avons fini avec l'hybridation. Ce sont ces prospectives fondées sur la créolisation et la relation qui sont déclinées sur l'axe des notions connexes dans la pensée de l'auteur qui lui permettent d'envisager sa nouvelle topographie du traduire. Cette description est bien de nature prospective puisqu'elle vise les devenirs possibles, voire les expérimentations propres à l'exercice et non les pratiques actuelles. En ce sens, on pourrait qualifier cette vision comme relevant d'un pari sur l'avenir des traducteurs et leur capacité à épouser dans le champ linguistique ce qu'ils nomment l'imprévisible du tout-monde. Ce qui ressort en tout cas d'une généalogie de la pensée de la traduction de Glissant, c'est finalement ce mixte entre des empreintes soigneusement brouillées, comme je vous l'ai dit, et des prospectives largement déployées. Une tension en somme, le dessin aussi d'une poétique nouvelle du concert des langues. C'est maintenant que je vais donc en venir à cette approche endogène puis exogène de ces conceptions, pour vous dire qu'il s'agit donc en somme d'une conception du traduire qui nous force à envisager les données d'une double exigence. Pour ce qui est du décryptage endogène, je vous dirais donc que cette double dimension indispensable, quand on se souvient des responsabilités considérables que confie Glissant au traducteur à venir, en disant même « débrouillez-vous », à la faveur du discours prospectif qui est le sien, il dit ceci: « La fonction inventive et créatrice de langage dans la langue, fait, à mon avis, que la traduction se multipliera de plus en plus comme un genre littéraire. » Donc, autonomisation complète. C'est aux traducteurs eux-mêmes d'en trouver les repères fixes et non systématiques. Ça a de quoi, effectivement, peut-être faire peur, peut-être plonger le traducteur dans une sorte de torpeur, mais de toute façon, il est anobli, puisqu'il va même jusqu'à dire, Édouard Glissant, que le traducteur, ce faisant, devient l'égal du poète et du romancier. C'est un genre littéraire en tant que tel. Donc il emprunte véritablement le contexte benjaminien de cette autonomisation parfaite. En matière d'examen endogène du propos de Glissant, on sait combien il est vain. Alors là, je vais en venir, si vous voulez, à une précision très importante pour la critique glissantienne, mais pour que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit, et qui repose sur un vaste quiproquo. On dit très souvent que Glissant appartient aux penseurs ou aux créateurs du postcolonialisme. Ce n'est pas vrai. Je dirais que ce n'est pas tout à fait vrai. Donc c'est ce que je vais essayer d'introduire avec vous, une petite nuance pour ce qui est d'une périodisation de sa production. En gros, pour ce qui est du discours antillais, 1981, on peut dire postcolonial. Pour tout ce qui suit, on ne peut plus le dire. C'est ce que je vais essayer de détailler. Donc en matière d'examen endogène, on sait combien il est vain de vouloir folklore les analyses de l'écrivain sur le modèle de synthèse sommaire ou pire de classification arbitraire. Au-delà de l'enfermement catégoriel contraire à ses vues, on y obère même toute intelligibilité d'une œuvre qui déjoue en soi l'étroite typologie des genres scripturaux. Vous savez qu'il a fait dialoguer les gens entre eux, qu'il y a une référence interne qui est constante chez lui, que vous avez non seulement des personnages qui apparaissent dans les romans, qui sont également les tenants même de sa poésie et qui reviennent dans le théâtre et qui reviennent dans
Dans les romans, vous savez que Tout le monde est un roman éclaté, où vous avez un éclatement des genres qui est certainement un sommet de ce genre de procédé. Donc pour éviter l'écueil d'un catalogage étroit, il est en la matière une sorte de protocole méthodologique simple à respecter et que je vous propose, et qui convient d'ailleurs à merveille dans le cas qui nous intéresse. Surtout pour un écrivain comme Glissant, qui n'a cessé de redéfinir, chemin faisant, les schèmes à la fois intellectuels et esthétiques de son œuvre, l'approche de l'histoire littéraire ne vaut surtout que pour celui qui touche aux conditions d'émergence d'un parcours et d'une réflexion. En clair, le fameux contexte intellectuel, cher aux historiens de la littérature, tient toute sa validité au regard de la phase de construction, la phase d'édification d'une pensée, en cela qu'il permet d'en apprécier le terreau d'origine comme une sorte de biotope originel qui sera sans cesse revu et parfois infléchi dans le cas d'écrivains qui, comme Glissant, s'opposent à toute fixité de la pensée. Or, si Glissant n'a cessé d'évoluer à l'aune notamment du tournant des années 90, il n'est pas excessif, il n'est pas réducteur, il n'est pas inopérant, en somme, de percevoir la première partie de sa réflexion conceptuelle comme ayant trait à la pensée postcoloniale, selon en tout cas l'appellation générique de ce courant, et indépendamment même des débats suscités quant à sa validité. De l'intention poétique, 1956, au discours antillais, en 1981, l'écrivain s'impose d'ailleurs comme l'une des voies majeures de ce nouveau déploiement des visions du monde, et des œuvres qui accompagnent et imprègnent les décolonisations, tout en proposant une relecture de ce qu'a représenté l'ordre colonial dans le façonnement des mentalités et des sociétés qui en sont issues. Je précise, je vais avoir l'occasion d'y revenir, que tous les textes que je vous ai précisés là sont finalement issus de la première réflexion de Glissant sur le langage et sur les données de ce qu'est le langage, ce que sont les relations de domination et d'asservissement dans le domaine colonial, et qui proviennent du discours antillais et d'un chapitre qui se nomme, d'une section, puisque c'est une structure assez complexe, d'une section qui se nomme Langue et langage. Je vais avoir l'occasion d'y revenir. Donc, de l'intention poétique au discours antillais, l'écrivain s'impose comme donc l'un des écrivains de la postcolonialité. Le débat serait long et certainement passionnant. En tout cas, pour ce qui a trait à l'œuvre de Glissant, il est aisé de délimiter cette cohérence-là jusqu'au discours antillais, et qui constitue d'ailleurs l'acmé de ce moment. Je l'ai dit, j'ai eu l'occasion de le dire par ailleurs, et je le répète ici, on s'interdirait de comprendre quoi que ce soit au foisonnement de l'examen établi par le discours antillais si on le considérait comme une fixité. Ce qui est valable pour toute l'œuvre de Glissant en général, et c'est d'ailleurs l'une des difficultés pour l'appréhender. C'est-à-dire que Glissant, c'est un mouvement. Glissant, c'est un mouvement. Ce n'est pas, vous ne pouvez pas prendre l'un de ces moments, l'un des moments de l'accomplissement de son mouvement et dire Glissant, c'est ça. C'est une erreur fondamentale qu'ont commis beaucoup de gens pendant très longtemps, particulièrement autour du discours antillais. Le discours antillais a eu, si vous voulez, un succès phénoménal. Il continue d'être lu, et si vous voulez, on a voulu dire Glissant, c'est ça, Glissant, c'est l'antillanité. Alors que Glissant a, d'une certaine façon, abandonné l'antillanité par la suite. Il s'agissait, en fait, quand il parlait d'antillanité en 1981, de s'opposer au discours dominant de la négritude, et donc de proposer un nouveau schème. Mais cela, il faut effectivement le concevoir selon ce mouvement. Donc, je précise aussi que, comme vous le savez, Glissant a mené la majeure partie de sa carrière universitaire aux États-Unis, et les post-colonial studies proviennent de là. L'écrivain détestait particulièrement être classé selon les étiquettes des modèles académiques américains. Donc, ne serait-ce que pour cela, même s'il a été beaucoup lu par et jusqu'à présent, par les penseurs du postcolonialisme, il a refusé d'y être agrégé, si vous voulez, d'y être ajouté et d'y être réduit particulièrement. Pour apprécier l'historicité en quelque sorte de la conception glissantienne de la traduction, revenons à notre question, c'est aussi la saisir dans la plasticité qui doit permettre à son endroit la prise en compte de son évolution même dans les analyses de l'écrivain, mais avant tout le constat simple qui suit. À l'origine même de cette réflexion, comme je vous le disais, et donc en amont de ce corpus dont je vous ai parlé à l'instant,
Édouard Glissant considère le rapport entre les langues et partant les problématiques inhérentes à la traduction dans ce moule postcolonial qui sera par la suite lui-même dépassé tout en restant prégnant. Au sein de la programmation que nous avions réalisée dans le cycle de traduction, nous avions eu l'occasion d'inviter, vous le connaissez peut-être, qui est un professeur à l'INALCO, Kadim Djihad Hassan, qui avait écrit il y a quelques années un ouvrage pour moi absolument essentiel qui se nomme La part de l'étranger, et où il dressait justement un historique et un panorama de cette approche postcoloniale de la traduction. Il y constatait à l'origine de ce courant la contestation d'une pratique de la traduction issue d'une conception hégémonique du rapport entre les langues, confinant à l'ethnocentrisme. Et voilà ce que Kadim Djihad Hassan disait: la traduction est une pratique où une subjectivité se nourrit d'une autre. Poussée à l'échelle d'une nation traduisant une autre, cet acte de nutrition peut connaître différents degrés de symbiose ou, à contrario, d'agressivité et de mauvaise foi. Poussée à l'extrême, cette agressivité plus ou moins manifeste tourne à l'agression et se double d'un grand coefficient d'ethnocentrisme. Ce phénomène atteint son apogée dans les situations de domination coloniale, la situation qui est le terreau même sur lequel Glissant va commencer à édifier sa réflexion, où une culture parvient parfois à annihiler une autre, annihilation combinée avec un flagrant refus de traduire dans le sens large du mot. De grands noms préfigurent la contestation postcoloniale de cette conception de la traduction, j'y faisais allusion tout à l'heure, parmi lesquels le plus notable, cité par Kadim Djihad Hassan, est sans conteste le philologue français arabisant Louis Massignon, pour qui, pour comprendre, je le cite, pour comprendre l'autre, il ne faut pas se l'annexer, mais devenir son hôte. Voilà ce que Massignon disait. Plus tard, cette contestation va s'articuler dans le courant intellectuel et littéraire de la pensée postcoloniale, sous l'impulsion notamment d'Edouard Saïd, et là encore, Kadim Djihad Hassan distingue dans une énumération très importante donc ces différents penseurs-là, qui vont donc du Nigérian Wole Soyinka aux Antillais d'Eric Walcott récément décédé, Édouard Glissant, celui évidemment de l'Indien Salman Rushdie. Pour les deuxièmes se distinguent les Français Jean Genet, Claude Ollier, Le Clésio et l'Espagnol Goytisolo. Alors, dans cette optique, et avec donc justesse, Kadim Djihad Hassan piste dans certaines analyses du discours antillais ce rattachement à la pensée postcoloniale de la traduction, à juste titre, car à l'origine même des considérations de Glissant sur la traduction préexiste, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, toute la réflexion qui affleure dans le discours antillais à propos de la domination linguistique du français dans les Antilles françaises et la relégation du créole au rang de patois. Parce qu'à l'époque où Glissant écrit, c'était cela. Il s'agissait véritablement, ce n'était pas du tout le contexte d'aujourd'hui, il s'agissait d'affirmer en effet que le créole était un patois, que le créole était une langue vernaculaire et qu'il n'avait pas véritablement de droit de cité dans le concert des langues en tant que tel. Donc la notion même de langue était, pour les Antillais, c'était le grand moment de ce que Glissant a appelé l'aliénation, et ce que Fanon déjà nommait l'aliénation culturelle. Donc la langue française était le modèle indépassable, si vous voulez. Donc c'est ça le discours, le contexte du discours antillais, il ne faut pas l'oublier, c'est celui-ci. Or, cette dénonciation et cette postulation, tout à la fois, sont caractéristiques du regard postcolonial sur le rapport entre les langues, de sorte qu'il est tout à fait légitime de contextualiser cette articulation dans la pensée de Glissant dans le cadre de cette tendance. Ce terreau originel, bel et bien postcolonial quant à lui, des développements ultérieurs sur la traduction, indique le considérable périmètre, en quelque sorte, de ce que deviendra cette réflexion et des enjeux qui s'y jouent dans la pensée de l'auteur. Alors, je vais vous faire grâce d'une autre citation assez longue que je faisais donc, de Kadim Djihad Hassan à propos donc, de cette conception postcoloniale d'Édouard Glissant dans le discours antillais. De fait, donc, pour saisir toute l'ampleur de cette réflexion sur le rapport entre les langues menées par Glissant, en amont même de ce qui irriguera plus tard les analyses relatives à la traduction, il faut se référer au sein du livre 3, voilà la référence exacte de ce que je vous disais tout à l'heure, le livre 3 du discours antillais, tout un chapitre intitulé « Langues et langages ». Or, que dire de ce binôme même déployé ici, cette distinction entre langue et langage, qui sera sans cesse déclinée par la suite, qui sera reprise donc dans la conception croisée plus haut à propos de la traduction de langage de la relation, palliant à la diversité babélienne des langues, en un point focal, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, selon les termes même de l'écrivain. Il semble bien qu'il y ait là comme une origine qui se confirme. On est bien en présence d'un point de départ linguistique de la réflexion qui sera développée en regard des problématiques de traduction proprement dite. Car là où
dans les termes du discours antillais. La dichotomie nomme la plasticité du réel linguistique, c'est le langage, sous la tension de coexistence des entités instituées, c'est les langues. La réflexion à venir inhérente à la traduction reprendra la distinction en filant la valorisation du langage, compris comme stade d'achèvement de la relation traduisante. Comme je vous l'avais dit tout à l'heure, la traduction pour lui, c'est la création d'un nouveau langage ou d'un langage inné. C'est en cela, et dans cette cohérence réelle, voire une volonté de dire un parallèle, que l'un des textes sur la traduction, le plus dense en somme, reprenant en une version raccourcie la conférence première, là, la conférence de 1994, est disposé dans la section Langue et langage de l'introduction à une poétique du divers de 96. Alors, chaque texte chez Glissant correspond à une temporalité de la réflexion. Et introduction à une poétique du divers, finalement, c'est un précis, si vous voulez. C'est un précis théorique. Je ne vais pas dire un vade-mecum parce que ce n'est jamais cela chez Glissant. En tout cas, il s'agit de décliner de manière assez stratégique, je dirais, tous les schèmes conceptuels au tournant des années 90. Et c'est pour cela qu'il va y parler de la différence entre la créolisation et l'hybridation, qu'il va y parler de la différence entre pensée archipélique et pensée de système. C'est un précis théorique, en fait. Hein. C'est cela, l'introduction à une poétique du divers Gallimard, 1996. Alors, parlons maintenant donc des conséquences exogènes de la relation traduisante glissantienne, si vous voulez bien, indépendamment de la délimitation donc, du champ notionnel à travers laquelle l'écrivain la développe, indépendamment de cette belle valorisation en elle-même si stimulante. En clair, il est indispensable dans une réelle intention critique, à laquelle je ne renonce pas vis-à-vis d'Édouard Glissant, car il nous faut mener ce dialogue. C'est une proposition dynamique, toujours, que celle de la lecture d'Édouard Glissant. On ne doit pas lire Glissant en béni oui-oui, d'une certaine façon. On doit dialoguer. On doit incorporer cette fabrique de la pensée qu'il nous propose. Donc c'est pour cela que je ne veux pas renoncer à cette dimension critique. Il est indispensable, donc dans cette dimension, d'être à même d'évaluer certaines conséquences des perspectives évoquées par Glissant quant au rôle qu'il accorde au traducteur. C'est ce que je vais vous proposer. Qu'on y voit un réel ou une relégation, un réel ou cette relégation, mais qui n'est pas indéniablement une responsabilité singulière pour la création de ce langage inné. Il faut être à même de le faire, et il est pleinement légitime de le faire au regard de la viabilité même de ces perspectives, et de ce qui en découle en termes opératoires pour les traducteurs. Il faut le constater, si les perspectives allouées à la traduction en tant que genre autonome dans l'avenir des littératures est en soi enthousiasmant, l'étendue de la responsabilité qu'en induit l'écrivain quant au traducteur atteint une certaine béance. Là-dessus, les termes qu'il emploie à l'endroit de sa version à lui de cette tâche du traducteur dont avait parlé Benjamin, sont suffisamment éloquents et ne laissent pas de doute sur le fait qu'il ne vise aucune méthode, aucun vade-mecum, comme je le disais tout à l'heure, à l'adresse de ceux à qui il incombera de trouver les voies de ce regain du traduire. Et ce sont les traducteurs. Voilà ce qu'il dit. L'errance, c'est pour le poétique. Et la fixité, c'est pour la technique du traducteur. Donc il ne s'y intéresse pas, ce n'est pas sa question. La fonction inventive et créatrice de langage dans la langue, fait, à mon avis, que la traduction se multipliera de plus en plus comme un genre littéraire. C'est aux traducteurs eux-mêmes d'en trouver les repères fixes et non systématiques. Autrement dit, c'est bien aux traducteurs eux-mêmes de relever les immenses ambitions d'une relation traduisante, sans qu'aucune consigne, aucune codification a priori ne vienne borner ou délimiter leur procédé. En étant optimiste, mais surtout laudateur, on peut y voir, bien sûr, une liberté singulière qui ne vient amoindrir la moindre assignation. En étant peut-être plus critique et peut-être même plus réaliste, on y décèlera le sentiment d'une potentielle vacuité du point de vue du traducteur en tant que tel. Car le traducteur est bien en mal de trouver ces voies qui sont non pas assignées mais proposées par Glissant. Non que ce dernier soit condamné à réclamer quelques recettes préconçues à propos de ses usages, mais au regard même des ambitions de la très haute conception qui est celle de Glissant en la matière, on comprend, pour ne pas y fustiger quelques lacunes que ce soit, qu'il s'agit surtout d'une conception de nature intrinsèquement prospective et non pragmatique. Il n'y a pas de pragmatique de la traduction chez Édouard Glissant.
puisque j'avais posé la question tout à l'heure. Le souci de l'écrivain en matière de traduction est de dessiner à grands traits les contours d'une praxis de la relation et non de folklore les dilemmes pratiques de tout traducteur. Sur ce point, l'entretien de Perpignan de 1994 est on ne peut plus clair, et je le cite, ce sera l'une de mes dernières citations, ne vous inquiétez pas. J'ai reçu par combien de facteurs, dans toutes les langues du monde, des listes de questions. Comment dire ceci, comment dire cela, c'est-à-dire sur la traduction de ses propres œuvres. Et j'ai uniformément répondu une seule phrase, débrouillez-vous. Car dans l'immense conflit des harmonies et des désharmonies, des mesures et des démesures des langages du monde, je crois que la traduction de plus en plus va conquérir un nouveau statut et sera un des langages du monde. Dans cette perspective, je trouve que toute traduction doit jouer son jeu et tenter sa chance dans le monde. On n'a pas à l'aider, on n'a pas à fournir de renseignements, le traducteur doit se débrouiller. Édouard Glissant dit là, le peu de goût qu'il ressentait à seconder les traducteurs de son œuvre, ça fait une grande différence avec un poète qu'il admirait par-dessus tout, c'est Saint John Perse, parce que Saint John Perse, lui, consentait très volontiers à aider ses traducteurs anglais, ses traducteurs allemands. Il y a des volumes fameux d'éditions qui ont été faites, des dialogues qu'il avait sur des manuscrits, sur en tout cas des tirés à part, si vous voulez, d'édication qu'il faisait donc à ses traducteurs, etc. Glissant, pas du tout, ça ne l'intéresse pas. Et il retrace cela dans un passage donc, du dialogue qu'il a avec Luigi Patano, auquel je vous renverrai dans la version écrite de mon étude, parce que je vois bien que j'ai largement dépassé le temps qui m'était imparti. Alors on le voit, poussé à son extrême, surtout dans la forme libre de l'entretien dont il est question dans les Actes de Perpignan, Glissant parvient à opérer dans son raisonnement comme un point de rupture, et il faut ici être à même de l'observer objectivement. Car on voit mal dans quelle mesure le système de relations entre deux ou plusieurs langues produisant une résultante inédite, ce sont ces termes auxquels postule sa vision de la traduction, pourrait être atteint réellement, moyennant une mise au second plan, en somme de tout souci de rectitude par rapport à l'objet traduit. Mais justement, il ne s'agit plus de rectitude, il s'agit de la création d'autre chose. En somme, en déplaçant l'enjeu de la traduction de toute considération pour la restitution du sens, la fidélité, on y revient, vers la sphère de ce pur système de relations, le propos développé par Glissant introduit une option d'autonomisation assumée au risque de toutes les erreurs, il le dit lui-même, toutes les erreurs, au risque des contresens et même des non-sens. Alors, après tout, qu'en est-il réellement de cette version extrême, de ce gauchissement d'une conception émise dans plus d'ouverture, dans un maximum d'ouverture, au sein des autres textes du corpus, surtout des textes rédigés par l'écrivain lui-même? S'agit-il d'une volontaire désinvolture? Ou doit-on s'interdire de le penser à l'égard d'Édouard Glissant? Personnellement, je m'interdis de le penser, il ne s'agissait pas de désinvolture. L'hypothèse la plus vraisemblable est que ce qui se joue dans le fil de cette exacerbation-là de l'autonomisation de la traduction, c'est, je crois, une certaine conformité au raisonnement tenu dans cet entretien avec Luigi Patano, avec une acception d'inspiration clairement béniaminienne, encore une fois, on y revient. C'est, rappelons-le, dans la modernité traductologique, Walter Benjamin qui avait opéré ce basculement vers une autonomisation complète de l'acte de traduire. Pour terminer, pour conclure, mais de manière très provisoire, parce que j'attends le dialogue que nous pourrons avoir pour pouvoir éventuellement donc, revenir sur cette introduction, je dirais qu'il faut voir dans ce moment possible l'effet induit de la nature même de cette pensée du traduire qui est celle de Glissant, et qui est donc une prospective, encore une fois, et non une pragmatique. C'est peut-être là son point aveugle, voire son point de fuite. En tout cas, le texte le plus dense du corpus, celui des Assises d'Arles, le premier que je vous ai cité, laisse entrevoir une toute autre option, même si ses contours demeurent dans une large mesure assez flous. Mais ce qui est dit clairement confirme que la pragmatique traductive n'est pas l'objet de sa réflexion. Bon, il y a une autre citation qui revient à peu près sur le même aspect que je vous ai cité tout à l'heure. Au gré de cette relégation des traducteurs à la question des règles, Glissant voue ce domaine de la seule recherche de l'équivalence, et même si l'on peut penser qu'il va vite en besogne en l'occurrence, il faut encore percevoir là l'illustration que ce champ ne l'intéresse pas. L'écrivain demeure en ce sens dans le champ d'une pensée purement spéculative et, comme on l'a dit, de type prospectif,
ce qui désigne aussi la labilité des options ouvertes par lui. Une pensée, en somme, dont doivent se saisir les traducteurs eux-mêmes s'ils ont le souci de suppléer à une réelle absence revendiquée comme préoccupation pratique. Et ma conclusion donc, de 2014 que je vous soumets est la suivante. Quoi qu'il en soit, cette mise en regard des thèses de Glissant sur la traduction, avec les itinéraires théoriques des pensées inhérentes au champ traductologique ou de pensée de la traduction dans la longue durée, permet de les percevoir non pas ex nihilo, car vous avez bien vu qu'il ne s'agit pas de cela, il s'agit de dialogue en sous-bassement, mais bien dans un continuum qui ne réduit en rien son originalité, mais permet au contraire d'en connaître les parentés et très certainement la genèse. La réflexion d'Édouard Glissant en matière de traduction ne fixe aucune injonction, elle ouvre des perspectives amples, effectivement très amples, fondées sur une pensée de la mise en contact des langues, de la créolisation, dépassant la simple hybridation, pensée qui lui préexiste, mais qu'elle contribue à reformuler pour notre temps. La relation que nous appelons traduisante, que j'ai appelée traduisante chez Édouard Glissant, permet de décliner la traduction en de nouveaux accents, ceux du tout-monde. Et c'est bien ce qu'il conviendra d'explorer avec vous, tout à l'heure, peut-être dans le dialogue que nous aurons, en marronnant dans les imaginaires babéliens qui nous attendent et qui nous obligent. Je vous remercie infiniment, et puis j'attends vos questions.